Merci beaucoup à tous d'être là. Certains sont d'ailleurs bien plus experts et spécialistes de l'œuvre de Lawrence Weiner parmi nous, donc j'apporterai ma voix plutôt dans un contexte plus large de ce que peut vouloir dire, ou ce qu'a pu vouloir dire l'art conceptuel, parce que cette signification évolue au fil du temps. Je n'ai pas du tout l'ambition de qualifier l'œuvre de Lawrence dans son entier, ni de couvrir l'extraordinaire extension de ses productions. Je voudrais surtout que ce soit l'occasion pour toutes et tous, et ce moment un peu plus informel à l'issue de cette soirée sera peut-être le moment pour échanger et dialoguer tous ensemble. Mais ce sera peut-être aussi un dialogue qui pourra se faire un peu itinérant, parce que deux nouvelles œuvres, aujourd'hui, sont apparues dans cet espace. Je sais que plusieurs d'entre vous avaient déjà visité l'exposition dans les semaines qui viennent de s'écouler. Et vous remarquerez, ou peut-être remarquerez mieux à l'issue de la présentation, deux œuvres de Lawrence, et puis deux autres dans l'espace public, une dans la rue même, entre les deux sites de Marianne Goodman, au sol quelque part, et puis encore un tout petit peu plus loin, au coin de la rue des Archives et de la rue des Francs-Bourgeois, une quatrième œuvre qui a été installée d'ailleurs par les bons soins de Anna et du reste de l'équipe ce matin. Je disais que je n'ai pas du tout l'ambition, et je ne saurais pas le faire, je ne crois pas, en tout cas pas dans ce contexte, de couvrir la totalité du travail de Lawrence pour emprunter l'un de ses titres, comme vous voyez ici dans l'installation du Walker Art Center à Minneapolis, qui par ailleurs a été pour moi un lieu d'apprentissage très tôt, des étés et adolescentes passées dans l'une de ces Twin Cities. Et c'est vraiment le musée dans lequel j'ai commencé à apprendre, je crois, ce que pouvaient être certaines formes expérimentales, conceptuelles de l'art. Eh bien, ces bits and pieces, ces éléments qui seraient disparates, je crois, moi en tout cas, je ne parviendrai qu'à en faire une sorte d'impression générale, d'ensemble, et je crois qu'il ne rendrait en rien justice au travail de Lawrence. Ce que je vais préférer faire, et c'est pour cela que nous avons choisi cet énoncé de Lawrence comme titre de notre soirée, A bit of matter and a little bit more. Donc un peu de matière, la matière qui fait ce monde, et puis quelque chose en plus. Donc j'aimerais essayer, avec vous et avec Yakuta ce soir, de comprendre ce que c'est que ce surcroît de matière, mais pas parce qu'on développe beaucoup de matière. Vous voyez bien, les matériaux utilisés ici sont somme toute très élémentaires, mais c'est une matière qui peut prendre des formes, des incarnations. Ici, la première vie, c'est un peu comme si c'était des avatars à chaque fois, la première vie de cet énoncé, au sein de l'exposition qui a été une préfiguration de PS1 avant que cela ne devienne un centre d'art qui s'intitulait Rooms, et dont plusieurs artistes avaient chacun une pièce, parce que c'était une ancienne école publique qui a été transformée en centre d'art. Et Lawrence, lui, a choisi d'inscrire cet énoncé, qui pour nous est presque un slogan ce soir, sur les portes d'entrée et donc de sortie de ce lieu. Un lieu liminal, évidemment, qui, c'est peut-être mon versant optimiste, ouvre plus qu'il ne ferme, et ouvre sur plusieurs significations. Il se trouve que ce bit of matter, eh bien, il peut être présent un peu partout, et c'est ça le principe, c'est que une même œuvre de Lawrence peut être non seulement endosser des formes différentes, mais une même forme peut être présente dans différents lieux au même moment. Vous comprenez donc d'emblée qu'il met déjà à mal la notion d'unicité et d'originalité d'œuvres d'art. Ici, une photo prise en 1997, mais d'un même pochoir qui a été utilisé. Et vous voyez peut-être dans l'angle à gauche cette même œuvre, sur le palier de son studio, de son atelier à Bleecker Street, à New York, ou encore, et l'œuvre d'ailleurs désormais fait partie des collections du Musée d'art moderne de New York, le MoMA, dans sa version peut-être plus connue, typographique, minutieuse. On a ici une mise en mur, comme quand on parlerait d'une mise en page. Cette mise en page existe aussi,
évidemment dans le cadre de ces livres d'artistes. Et puis parfois, il y a même des mises en image, des mises en image en mouvement, avec un artiste qui est témoin, lui aussi, d'une période marquée par un certain mouvement de libération sexuelle lors de la projection de cette œuvre, également intitulée A Bit of Matter and a Little Bit More. Eh bien, au Centre Pompidou, on a pu qualifier cette œuvre de conceptuelle pornographique. Parce qu'il ne s'empêche pas aussi de penser à la matière de cette même manière. Mais si la notion de matérialité chez Wiener est si importante, c'est que un mot, un segment, c'est déjà une sculpture. Donc nous sommes ici, dans cette salle, mais aussi quand nous voyons des vues d'exposition ou des vues d'installation, face à des sculptures. Et c'est le champ même de la discipline qu'il est en train de redéfinir. Je cite, et je citerai souvent en anglais et parfois en français parce que ce seront les langues dans lesquelles l'artiste s'est exprimé. My work is sculpture that uses language. C'est quand même très simple. La logique est implacable. Et cette sculpture, elle doit pouvoir voyager et elle doit pouvoir être saisie ou comprise de tous, quel que soit le contexte. Je vous montre ici une vue d'exposition de la première grande monographie du travail de Lawrence Weiner en Corée, à Séoul, qui a lieu en ce moment, qui a ouvert d'ailleurs, je crois, il y a à peine quelques semaines, et vous apercevez naturellement des inscriptions en anglais, et ce, je ne peux que deviner, être du coréen. Je ne le lis pas moi-même. Il faut lui faire confiance, parce que l'artiste a toujours dit, très vite, il a eu ce privilège de pouvoir montrer son travail dans des contextes culturels différents. Et je cite, « I never wanted my work to become exotic when showed in a new context. » D'où l'existence, pour la quasi-totalité de ces énoncés, de traduction. Peut-être que c'est le premier sens que l'on peut adopter de cette question de la traduction d'une langue à une autre. Et cela a amené, à chaque fois que cela a été possible, à traduire donc dans 2 langues, parfois même dans 3 langues. Ce que l'on retient, je crois, surtout de nos jours, c'est cet immense talent aussi de transformation. On transforme un fragment de phrase en un travail d'ordre graphique, typographique. L'artiste, d'ailleurs, après certaines hésitations, a développé sa propre typographie, Mary Seaworthy. Nous voyons que cette thématique maritime, nautique, est déjà présente et nous y reviendrons. Ici, donc, dans 3 langues à Tel Aviv, en sachant que, quelle que soit l'exposition, il s'agit toujours d'être compréhensible de tous. Ce qui est plus étonnant, c'est que cela est vrai pour toutes ces œuvres, qu'elles soient purement linguistiques ou qu'elles prennent d'autres formes. Une chose moins connue, alors que l'artiste a créé une 30aine d'œuvres sonores, et là j'aurais besoin d'un tout petit soutien technique pour lancer la toute première œuvre sonore, et je promets, j'essaierai de prononcer le moins souvent le nom d'Yvon Lambert ce soir, mais ceci est important, la première œuvre sonore. Sharpened, carried, done again perhaps, and then again. A C. A high C, sharpened, carried, done again perhaps within the context that preceded. Merci. Ce disque a été produit en 1972. C'est la toute première œuvre sonore de Lawrence Weiner. Et cette œuvre sonore existe sous la forme d'un objet, de son texte. Après tout, le support de l'inscription du texte est tout à fait équivalente, que ce soit sur un morceau de papier à la main, imprimé sur ce disque, dit, spoken, vraiment prononcé. La parole prend le relais de la langue. Et puis elle prend le relais en français.
Sur l'autre face, on a donc une face A et une face B, et bien sur l'autre face, nous avons la même chose et peut-être sensiblement autre chose, en français, traduit par Béatrice Conrad-Ebersfeld, qui, à son tour, prononce, toujours accompagnée de cette même traduction musicale cette fois, puisque le texte lu correspond à une partition réellement musicale imaginée par l'artiste, puis interprétée à travers les mots prononcés et la partition de flûte de Pierre Varto. Cette notion de traduction, donc, elle est intrinsèque. Elle se comprend, je crois, très facilement quand il s'agit de parler de traduction linguistique. Elle est peut-être un petit peu moins facile à comprendre quand elle porte sur cette notion même de matérialisme. Je cite Lawrence, qui cette fois-ci s'exprime en français. Ce qui m'intéresse quand je fais une pièce, c'est de trouver un matériau et de travailler avec lui. Mon travail est vraiment matérialiste, comme celui de la sculpture historique. C'est la raison pour laquelle je suis un artiste d'atelier. Ensuite, je fais une traduction du matériau dans la langue. L'objet me fascine, j'aime l'idée de le prendre, l'idée de faire de l'art, mais le matériau seul, sans la langue, perd son sens. Et il se trouve que, dès 1962, Wiener a eu l'intuition de cette conception très particulière de sa pratique. Vous voyez ici deux images de ce qui semblerait être, alors, soit pas grand-chose, soit une sculpture, somme toute, assez classique, un bloc de pierre sur une table qui semble être utilisée comme un socle. Nous sommes là dans la petite cour à l'extérieur de l'atelier de Lawrence Wiener, toujours à Bleecker Street à New York, en 1962. Et à l'époque, Lawrence travaille sur une roche calcaire. Il l'a trouvée au moment, d'ailleurs, je crois, d'une réparation du Brooklyn Bridge. Il s'est emparé de cette roche et il a commencé à la tailler, comme n'importe quel sculpteur taillerait une roche. Sauf que très vite, il s'est rendu compte que le fait de retirer de la matière, parce que finalement, dans ce cas-là, quand on sculpte, on retire de la matière, ben pour lui, ce retrait de matière, ce n'était pas du tout pour former quelque chose qu'il avait en tête, mais c'était plutôt pour déjà créer un déplacement. En anglais, il dit vraiment « displacement ». Et que ce qui l'intéressait plus, eh ben, c'était la situation du bloc sur sa table et du tout dans un espace. Bon, ça lui a permis aussi d'arrêter de mettre des éclats de pierre partout dans son atelier. Et il a sorti son bloc et sa table dans ce backyard, donc à mi-chemin entre une cour un petit peu à moitié abandonnée et un jardin. Et puis pendant un temps, il l'a placé, et puis déplacé, et puis il l'a un peu abandonné. Et il a eu une sorte de révélation. Alors on sait, il y a toujours des récits comme ça épiphaniques. C'est souvent plutôt un moment de compréhension qui s'ajoute à un autre. En tout cas, dans ce cas-là, c'est qu'il s'est rendu compte que ce qui était important, c'était le processus de ce déplacement. Et que ce processus n'était pas nécessairement un processus simplement physique, ça peut être un processus mental aussi. Et là, il arrive à cette conclusion qui sera réellement l'un des grands fondements de sa pratique des maturités. Je cite en anglais. Art essentially is the relationship of human beings to objects and objects to objects in relation to human beings. Là encore, une logique implacable, toute une histoire de rapports. Mais alors ces rapports peut-être semblent un petit peu vides, il faut leur donner de la chair, une étoffe. Et donc il faut les matérialiser, ces rapports. Et pour les matérialiser, eh bien, il faut pouvoir communiquer. Et alors, il communique des possibilités de matérialisation à partir d'une même idée, d'un même concept. Je vais vous montrer les uns après les autres, donc 3 vidéos très courtes de 1970 et 1971, où l'artiste nous propose, en personne, plusieurs versions, donc plusieurs incarnations, plusieurs actualisations d'une même idée. Beached, au bord d'une plage, ou échoué au bord d'une plage, on ne sait pas.
broken off, cassé et tout ce que cela peut vouloir dire aussi en anglais, et to and fro, donc un déplacement dans l'espace. Voici la première. Broken off is a public freehold example of what could be art within my responsibility. Broken off. La deuxième. Beached is a public freehold example of what could be art within my responsibility. As the artist may construct the work, and or the work may be fabricated, and or the work need not to be built, all being equal and consistent with my intentions, I elected to construct 5 material possibilities for videotape. 5 possibilities. C'est la première donc. Et la troisième situation. To and fro, fro and to and fro and to is possible of being art within my responsibility. To and fro and to and fro and to is within the province of public domain. As the artist may construct the work may be fabricated, the work need not to be built. A reasonable assumption would be that all are equal and consistent with the condition of art, and the relevant decisions as to condition are not. This tape then illustrates, were it to be built, 5 possibilities. It offers not how it should were it to, but how it could were it to. Il y a de toute évidence une dimension ludique au-delà de la question de la variation, de la modularité, d'essayer ces différentes possibilités de même prémisse. Je dois dire que même, je crois qu'il y a une charge franchement comique, parfois, dans ce travail, qui est assez rarement abordé dans l'œuvre de Lawrence. Mais je crois que surtout,
il y a une radicale simplicité à propos de cette question de l'unicité de l'œuvre, de l'incarnation de l'œuvre. Si nous reprenons par exemple Broken Off, souvenez-vous, les branches, les morceaux, les cailloux que l'artiste a pu casser. Eh bien, Broken Off, en sus de toutes ces situations déjà qui ont été enacted, dirions-nous en anglais, qui ont été agies, personnifiées, incarnées, eh bien, elles ont aussi été inscrites sur un mur d'exposition, sur un bâtiment extérieur, à l'identique, dans un autre format, imprimé pour un multiple sur un support métallique. Nous l'avons vu juste avant, un support papier ou encore des allumettes. Broken Off. Au fond, tout est possible. Et sans vouloir faire de mauvais esprit, l'artiste lui-même rappelait, nous sommes bien loin de la dématérialisation dont Tante était convaincue à cette époque, dans les années 60 et 70. Pensons par exemple à l'ouvrage de Lucy Lippard, 6 Years of Dematerialization, qui elle-même, au moment de la réédition, écrit une nouvelle préface et reconnaît que cette dématérialisation en tant que telle est peut-être une tendance, quelque chose vers lequel on tend, mais qui n'est jamais totalement incarné, précisément parce que cette absence d'incarnation n'est jamais possible. Pourquoi? Puisque ce langage, la parole, le fait même de le dire, est déjà une sculpture, est déjà quelque chose qui existe. Une logique implacable qui continue et qui a déjà été prononcée dans l'une des vidéos que nous venons de voir, mais que vous n'avez peut-être pas eu le temps de tout à fait relever. Je vous le remontre ici, parce que c'est là, probablement, la deuxième source la plus importante qui a déclenché cette décision en 1968 de Lawrence Weiner d'adopter comme matériau privilégié et quasi exclusif le langage comme matériau sculptural. Il publie un statement of intent. Nous savons que cette génération était friande de textes manifestes. Voici un manifeste qui a donc d'abord existé sous la forme d'un livre. Un petit livre d'artiste qui ne valait pas grand-chose à l'époque, je crois, 1,95 $, qui maintenant est très difficilement accessible. Un texte qui peut se lire inscrit au mur, se prononcer, se répéter. Je le prononce ici car c'est important de bien relever la distinction des différents termes que l'artiste utilise. 1. The artist may construct the piece. 2. The piece may be fabricated. 3. The piece need not be built. Each being equal and consistent with the intent of the artist, the decision as to condition rests with the receiver upon the occasion of receivership. Autrement dit, the receiver, c'est nous. C'est nous tous, et c'est chacun et chacune qui se retrouve face à un énoncé, une sculpture, quelle que soit sa forme, de l'artiste. Les traductions en français, d'ailleurs, sont assez partagées. On le voit très souvent, et je vous épargnerai l'exégèse, mais on hésite beaucoup entre la notion de possibilité et puis quand on dit « may construct », est-ce qu'à l'époque, « construct », ça veut déjà dire concevoir plus que construire? Fabricated, là, on est sur un terrain assez stable, hein, on fabrique l'œuvre, on la fait exister dans le monde, probablement en 3 dimensions, même si c'est très plane. Et alors, the piece need not be built. Bon, peut-être qu'on est dans une équivalence. En tout cas, ce qu'on nous dit, ce qui est important, c'est qu'on n'a pas besoin de donner cette incarnation supplémentaire à l'œuvre en su des mots qui la constituent. Et surtout, chacune des 3 possibilités sont égales. Mais alors, si elles sont égales et que finalement, ce n'est pas important de donner une incarnation matérielle plus que les mots, pourquoi est-ce que cet artiste se revendique comme étant foncièrement matérialiste? Qui de la contradiction du paradoxe, je pense que c'est quelque chose à creuser. Mais ce que je voudrais vous rappeler, c'est aussi
un événement très spécifique, presque iconoclaste, qui a été déclencheur de cette position, qui a été presque un peu, là encore pour reprendre le titre d'une de ses œuvres, un peu cette goutte d'eau dans un réceptacle, pour revenir à un proverbe français, qui a été de trop. Ce trop, ce surcroît, ce a little bit more, ça a été une œuvre. Vous voyez ici une vue d'installation. En 68, dans le Vermont, dans une université, invité avec d'autres artistes, mettre en place une œuvre dans l'espace extérieur, l'espace public. Pour le dire vite, une sorte de grille. C'est aussi une génération où les grilles sont fort nombreuses, avec des piquets, des cordes, qui permet d'établir une sorte de grand treillage dans cette prairie qui était au centre de l'université. Il se trouve que très vite, certains des étudiants, non contents de ne plus avoir de terrain de football, se sont dit que quand même ce serait bien pratique de retirer ces cordes et ces piquets et puis de reprendre leur partie de pick-a-ball entre deux cours. Et alors au fond, ce qui est étonnant, c'est que Wiener le dit, il n'était en fait pas fâché, il n'était même pas vraiment déçu. Il a commencé par ce constat, se dire que clairement l'institution avait des difficultés à maintenir son œuvre en place, et qu'au fond, ce qu'il avait énoncé, le fait que cela ait été rendu public à un moment donné, aussi éphémère soit-il, ça suffisait. Donc finalement, ce que l'artiste, nous sommes en 68, avait pressenti déjà depuis un moment, intellectuellement, je vous ai parlé de l'épisode de 62. Eh bien là encore, je cite Wiener, ce qu'il avait pressenti de manière intellectuelle, il a cette fois été conforté de manière presque affective. Il dit emotional. Il dit emotional. Combien de fois les artistes conceptuels, alors je sais bien qu'il ne veut pas dire conceptuel, mais j'ai quand même du mal à ne pas les laisser dans ce concept, disent emotional. Il dit there was this emotional transition right then and there when I realized it didn't matter. Ça n'a pas d'importance. La conclusion, c'est que donc, je cite de nouveau, la présentation n'est pas la pièce. La présentation n'est pas le travail. Ailleurs, il affirme, là encore en français, la sculpture est dans les mots eux-mêmes et elle est réellement dans les matériaux auxquels les mots font référence. Chose assez étonnante, il en profite tout de même pour revisiter certaines des conventions les plus élémentaires de l'exposition d'une œuvre, à savoir comment construit-on une légende ou un cartel. Eh bien, il dit notamment que son médium, à lui, c'est, je cite, et si vous y prêtez désormais attention, et par exemple, vous pouvez le voir dans ce fantastique ouvrage de référence qui est l'ouvrage de Whitney, regardez la liste d'œuvres et invariablement, pour toutes ces œuvres dont les dimensions sont variables, le médium, lui, est à chaque fois language plus the materials referred to. Je regarde autour de nous. Je vous laisse imaginer certaines choses. Il déploie donc plusieurs stratégies pour faire que ces présentations qui ne sont pas l'œuvre, tout de même, rendent publique cette œuvre. Alors, à la suite de ce démantèlement, eh bien, il commence par des stratégies de retrait. Il va retirer des choses, il va le retirer de la matière. On en revient finalement à ce premier grand geste de la sculpture, on retire de la matière à quelque chose qui existe. Ici à l'image, Square Removal from a Rug in Use, 1969. Peut-être certains d'entre vous l'apercevront aussi ailleurs, aujourd'hui, dans cette salle. Un autre retrait, celui-ci extrêmement connu, le plus peut-être, puisqu'il a été intégré dans cette fameuse exposition When Attitudes Become Form, là encore au lieu de l'art minimal et conceptuel, surtout conceptuel en 1969. Ou alors il ajoute de la matière. Allons-nous cette fois du côté pictural?
Une œuvre fort connue, là encore, 2 minutes spray paint directly upon the floor from a standard aerosol spray can, 1968. Cette œuvre, elle aussi, vient d'apparaître à Paris, aujourd'hui. Et je crois que si maintenant vous y prêtez plus attention, vous l'avez peut-être croisée en arrivant, et j'espère que vous pourrez ou saurez la voir en repartant. Ou encore, un autre ajout, un déplacement s'il en est. Nous sommes à Paris et a cup of seawater est venu jusqu'ici et a été renversé sur le sol. Ceci a eu lieu ici, dans cette galerie, dans cet espace-là dans lequel nous nous trouvons, et vous pourrez peut-être les reconnaître. Mais là encore, ne pas s'y tromper. Doit-on le reconnaître parce qu'il a vraiment la même forme? Pas du tout. Chaque incarnation est différente, chaque interprétation est peut-être une autre, et nous en saurons un tout petit peu plus dans un instant. Ou alors encore, on retire de la matière, on en ajoute, ou carrément on la fait exploser. On a pu voir d'ailleurs dans les œuvres de jeunesse, dit-on, de Lawrence Weiner, les premières œuvres de land art. Il y a eu du TNT, voilà. Nous n'avons pas le temps d'en parler ce soir, mais c'est une autre histoire fort intéressante. Ici, je vous montre the residue of a flare ignited upon a boundary. Celle-ci a eu lieu dès 1969. Ici, des vues de l'œuvre en train d'être installée par l'artiste lui-même dans un espace liminal, un espace de frontière. Et voici ce qu'il en reste. Eh bien, cette œuvre-là vient d'être réinterprétée ce matin, là encore à Paris, pas très loin. Peut-être saurez-vous en apercevoir aussi les résidus, un petit peu plus loin, au coin de la rue des Archives et de la rue des Francs-Bourgeois. Pour finir, j'aimerais parler là encore de ces déplacements. Un déplacement carrément d'un pays à un autre. On peut imaginer une géographie comme ça, conceptuelle. Et ce déplacement est littéralement thématisé quand l'artiste, en 68, donc nous sommes encore dans ces mêmes années du tout début, 68-69, c'est la première année, le premier moment auquel l'artiste décide d'utiliser la langue comme source culturelle, ce matérialisme linguistique. C'est aussi la première année d'ailleurs que ces titres changent. Enfin, au fond, ces titres ne changent pas tout à fait. Ils changent de typographie, ils changent de présentation, ils changent de matérialisation. À partir de 68, ces œuvres sont en lettres capitales, en majuscules, et si possible, empruntant la typographie qu'il a choisie. Et là encore, je retrouve peut-être ce côté, j'ose le dire, drôlatique de Lawrence Weiner, parce que là, nous imaginons un objet que quelqu'un, on l'a pas thrown, on l'a tossed, vraiment, on l'a un peu balancé presque, on l'a jeté d'un pays à l'autre. Je ne sais pas à quoi, tellement de manières de faire ça, je ne sais pas tellement. Bon, en tout cas, Lawrence Weiner nous en propose plusieurs options. Il nous en propose même un film, parce que Hollis Frampton a filmé Lawrence Weiner en train de lancer une balle en caoutchouc des États-Unis vers le Canada, et du Canada vers les États-Unis, au pied des chutes du Niagara. Et puis un peu plus tard, il propose d'autres options, et l'autre option, par exemple, en 70, c'est de lancer 10 livres, 10 pounds de mercure, depuis la Finlande vers la Suède. Tous ces principes qui sont énoncés en 68, je vous l'ai dit, l'artiste peut concevoir l'œuvre, on peut le fabriquer, on peut ne pas le fabriquer, toutes ces options sont tout à fait équivalentes en tant que telles. Au fond, qu'est-ce que ça fait? Ça invite le spectateur à entrer dans une nouvelle relation à l'œuvre, mais sans jamais lui dicter ce qui doit être vu ou ce qui doit être compris. Je cite, « Art is not about telling, it is about showing ». C'est un peu fort pour un artiste qui nous dit tant de choses, qui utilise le langage. Il ne nous dit pas, il nous montre ces énoncés. Il dit même plus. Il dit que pour lui, l'art, c'est « placing things in the world with dignity, without telling people what to do or what to understand ». Donc finalement, ce matérialisme linguistique, eh bien, il repose d'abord sur un matérialisme philosophique et oui, sur un matérialisme politique.
Cet art conceptuel qu'il rejette et pourtant dont il est l'un des fondateurs, c'est aussi un art foncièrement politique, où chaque présentation est l'occasion d'une nouvelle interprétation. Avez-vous reconnu que ce after here and there, c'est celui-ci? Et ce n'est pas celui-ci non plus. C'est pourtant la même œuvre. C'est que les instructions, non, ce ne sont pas des instructions. Ce sont des énoncés. Ce sont des énoncés qui n'imposent rien. Ce qu'ils imposent peut-être, c'est la forme que l'artiste a choisie. Mais vous le remarquerez, la forme grammaticale est toujours passif. C'est impersonnel, c'est un constat, c'est presque un fait. On est au pied du mur, c'est un fait établi, il est là. Que voulons-nous en faire? Language plus the materials referred to. Je crois que finalement, au fond, il n'y a pas de radicalité plus forte que celle de la simplicité. Dans ce sens, l'œuvre de Winer, à mon sens, est vraiment un art élémentaire. Élémentaire peut-être en plusieurs sens. Élémentaire, simple, élémentaire, les éléments de ces matériaux, de cette matière qui l'animent tant. Mais toujours, et je sais que c'est une expression qui souvent agace parce qu'on se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Toute chose étant égale par ailleurs. Tout se vaut alors? Ce que dit Winer, je le cite, Art is about simultaneous realities, but there is no hierarchy between these realities. Cela sera donc désormais, à partir de 68, sa façon de créer, sa façon d'être un artiste, c'est-à-dire d'être un auteur, mais sans autoritarisme, qui redéfinit l'art, l'unicité, l'originalité et la matérialité, qui celle-ci, au fond, cette œuvre, est toujours ailleurs, et l'énoncé partagé pointe toujours vers différents possibles. Ces différents possibles, je crois que c'est vrai de beaucoup d'œuvres artistiques. Et avant qu'Yakuta ne prenne la parole avec un texte inédit, je tenais, si tu me le permets, de lire quelques lignes de cet ouvrage précédent, qui pour moi est un ouvrage important, et d'ailleurs qui ne l'a pas été que pour moi, visiblement. Durant cette nuit passée au Louvre, Yakuta nous dit « Elle m'émeuve ces statues, précisément en raison de ce qui, enfant, m'avait déçu. Ce ne sont pas ce qu'on appelle des originaux. La plupart sont des copies romaines d'œuvres grecques depuis longtemps disparues. Je me promène, je les caresse encore un peu. Ces statues qui sont des souvenirs en 3 dimensions sortis de l'obscurité des crânes et des cœurs. Enfin, il est possible de voir, de toucher ce qu'un autre a vu, ce qu'un autre a compris et aimé d'une chose qui, elle, est à jamais perdue. C'est toute leur beauté, me semble-t-il aujourd'hui, d'être une mémoire extraite de la matière. » Ce nouveau texte aujourd'hui, eh bien, il s'intitule « Je me noie dans A Cup of Seawater », autoportrait, et je cède la parole à Yakuta. Merci à tous. Merci Béatrice. Merci beaucoup. Merci à tous. A cup of seawater poured upon the floor. Et j'ai décidé de m'en charger. Élémentaire, ai-je dit. Je remplis un contenant, je le transporte et son contenu, je le déverse. Un jeu d'enfant, ai-je dit. Un jeu d'enfant, c'est ce que j'ai dit, mais je ne savais pas ce que je disais. L'art, dit quelque part Winer, et c'est en français qu'il le dit, et je suis émue de le citer dans cette langue qu'il parlait, cela s'entend avec plaisir. L'art, ce n'est pas de réponse, mais c'est beaucoup de questions. Toujours quand je travaille, dit-il, je n'ai pas de réponse. Tous les artistes posent des questions, j'espère.
Le jeu, dans ce j'espère, c'est le jeu de Winner, mais c'est aussi le mien, ici et maintenant. Et c'est aussi un jeu d'enfant, de cet enfant que j'ai été et qui avait si peur de mal dire et de mal faire qu'elle ne disait et ne faisait rien. Tous les artistes posent des questions, et moi, la question que je pose ce soir, par ce texte, par cette tentative de mise en récit forcément fragmentaire, de mon rôle dans A Cup of Sea Water Poured Upon the Floor, c'est qu'ai-je fait? Et quel effet cela a-t-il eu sur le monde? Et quel effet cela a-t-il eu sur moi? Et s'il suffit, comme l'affirmait Winner, de se représenter l'œuvre, de l'imaginer pour l'accomplir, et si la littérature est cette simulation par quoi on peut être à la fois soi-même et l'autre, à la fois vous, assis là qui m'écoutez, et moi qui, le 15 septembre 2023 à 15h, sens l'eau de l'Atlantique pénétrer dans mes chaussures tandis que je me baisse pour la récolter, alors la question c'est, qu'avons-nous fait? Une chose est sûre, et cette chose me plonge dans une perplexité profonde qui aurait peut-être ravi Winner, lui qui pensait comme moi. Le langage est infini, le langage déborde, et ni le mot ni le monde ne s'arrête ni ne commence là où on le prétend.